Aujourd'hui, on parle d'AWS Academy, un programme d'AWS qui permet d'enseigner le cloud aux étudiants universitaires. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est la rentrée, un peu près à la rentrée, à quelques semaines près, et rien de mieux à la rentrée que parler de programmes pour les étudiants. Tiens, ça tombe bien, puisque c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec mes deux invités. Myriam Essaouia, tu es Solution Architect chez AWS, et Fabrice David, tu es enseignant, formateur au lycée Jules Fil à Carcassonne. On va parler d'AWS Academy, comment amener ces programmes cloud dans les programmes de BTS, en l'occurrence ici. On va vous expliquer tous les détails, mais avant ça, Myriam, peut-être nous expliquer c'est quoi AWS Academy? Oui, donc AWS Academy, c'est un programme que AWS met à disposition des établissements d'enseignement supérieur. C'est un programme qui permet d'être formé sur les technologies de cloud computing gratuitement. Et en fait, il donne accès à un programme de formation qui est prêt à enseigner, qui prépare les étudiants pour obtenir des certifications dans le cloud computing qui sont reconnues sur le marché et qui permet aussi de suivre des carrières dans cette discipline qui aujourd'hui recrute énormément et qui connaît aussi une tension sur les compétences qui sont disponibles sur les marchés. Oui, j'ai pas les chiffres en face de moi, mais chaque fois qu'on voit des études auprès des entreprises qui demandent quels sont les principaux freins à l'adoption du cloud, le fait de pouvoir recruter des profils et des profils expérimentés ou en tout cas sachants, c'est souvent le premier frein qui est mentionné par les CIO, les directeurs informatiques, les DSI, on dit en français, pour adopter le cloud. C'est un programme franco-français ou c'est quelque chose qu'AWS a développé à l'international également? C'est un programme qui est mondial, que AWS a aussi localisé en fonction des pays. Donc c'est un programme qui existe en plusieurs langues, notamment en français. En français, nous l'avons localisé et nous travaillons avec des instituts de formation, des écoles, des lycées et des universités en France pour amener ce programme aux étudiants. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'avoir Fabrice aussi. Fabrice David, je t'ai présenté brièvement, tu es enseignant formateur au lycée Jules Fil à Carcassonne. Avant de parler d'AWS Academy et du cloud, quel est le BTS? Quel est le domaine enseigné aux étudiants en général? Alors, moi j'enseigne donc le BTS Ciel, donc cybersécurité informatique et réseau électronique. Dans ce BTS, on a deux options, une option qui est informatique réseau et une option qui est électronique réseau. En grande majorité, les établissements ont plutôt choisi l'option informatique réseau, même si on ne dénigre pas les collègues d'électronique et réseau. Qu'est-ce qu'on va enseigner? On va enseigner l'informatique en règle générale. Donc tous les domaines qui sont sur la programmation. Maintenant on a une option qui s'appelle cybersécurité, c'est pas une option mais ça fait partie du diplôme en lui-même. Le diplôme vient juste d'être rénové l'année dernière, donc c'est la première promo qui sort cette année. En 2025 ce sera la première promotion de BTS Ciel. C'était l'ancien BTS système numérique qui était le BTS SN. Donc on va faire tous les aspects génériques de l'informatique, de la programmation, du réseau, du cloud, de la cybersécurité, de la base de données, de la modélisation, mais on va être plutôt sur du domaine industriel, c'est-à-dire qu'on va plutôt travailler autour des objets du type IoT, où justement on va développer des petits programmes, des applicatifs pour différentes sociétés. Alors en fait, je ne vais pas raconter comment fonctionne le BTS, mais en deuxième année, on a un gros projet qui dure à peu près 5-6 mois, où les étudiants doivent développer une application spécifique pour une entreprise, une association, ou pour un parterre de professionnels, et on va vraiment développer une application spécifique pour ces sociétés-là. Donc on est vraiment quand même plus orienté, grosso modo on fait moitié prog, moitié réseau, avec dedans des colorations de cyber, cloud et base de données, parce que tout ça, ça tourne avec différentes technologies. Alors toi tu es à Carcassonne, mais c'est un programme national qui est disponible partout en France, BTS Ciel. Tout à fait, dans les dom-toms, dans nos chers territoires français. Donc bien entendu c'est un BTS qui est national, et également il y a un cours qui est en train de sortir sur le CNED, qui sera publié à partir du mois de septembre.
Tous les auditeurs du podcast AWS en français sont pas en France. On a aussi Belgique, Suisse, Luxembourg, Afrique du Nord, beaucoup Afrique centrale également, un peu au Québec. Et je vous salue. Merci de nous écouter en dehors de France également. Tu peux rappeler brièvement ce que c'est un BTS pour avoir tout le monde avec nous? Oui, c'est vrai que alors, le BTS, c'est un diplôme universitaire que l'on fait après un baccalauréat. En général, notre public de BTS, on va les recruter en majorité à moitié en bac pro ciel, parce que la filière ciel a tout été rénovée, du bac pro au BTS. Avant ça s'appelait aussi le bac pro SN. Donc en majorité, on va récupérer grosso modo la moitié des élèves. Notre public, c'est la moitié des élèves de bac pro ciel maintenant, parce qu'il est rénové également, même si la prochaine promotion sera encore en SN, parce que c'est sur 3 ans les bacs pro. Et le BTS, nous, c'est en 2 ans après le bac. Et l'autre moitié des élèves qui arrivent, ce sont des élèves qui sont issus de STI 2D, donc de lycée technologique. Donc c'est un bac plus 2, voilà, qui est reconnu au niveau national, qui est un diplôme justement reconnu qui est par le ministère du Travail. Alors, niveau, ça a changé, c'est de niveau, je vais dire une bêtise, c'est de niveau 5, voilà, de niveau 5. Alors là... non, parce qu'il y a peut-être des titres de niveau, je vérifierai que je ne dis pas de bêtises, mais tout est soit rénové, mais c'est un diplôme qui est reconnu, bien entendu, au niveau du ministère du Travail. Alors tu l'as dit, c'est une formation générique en informatique, mais avec un focus industriel IoT. Et donc le cloud a toute son importance dans cette formation, puisque souvent dans les projets industriels d'IoT, il faut acquérir de gros volumes de données, il faut les stocker, il faut les traiter. Le cloud est un bon endroit pour faire ça. Comment vous faisiez avant AWS Academy, peut-être pour enseigner cette partie-là, ou est-ce qu'elle a été nouvelle grâce à AWS Academy? Comment ça s'est passé? Donc historiquement, bien entendu, on travaille normalement avec des machines virtuelles. Donc on travaille avec des hyperviseurs de type 1 ou de type 2. Bon, nous on utilise essentiellement, comme on n'a pas trop d'argent, on utilise beaucoup VirtualBox. Voilà, bien entendu, avec Oracle. Donc du coup, on monte des machines virtuelles et la plupart de nos applicatifs tournés. Donc bon, en grande majorité, comme on est dans le tertiaire, on va être plutôt sur de l'open source, on va plutôt travailler quand même sur du Linux. La plupart des applicatifs qu'on fait sont développés. Alors nous on fait beaucoup de langages de programmation. Je ne vais pas tous les énumérer, mais on fait quand même beaucoup de C++, et on travaille essentiellement sur des machines virtuelles de type Unix ou de type Linux, donc Ubuntu essentiellement ou Debian, et les applicatifs vont tourner dessus, et les bases de données également étaient installées sur ces machines-là. Mais donc c'était avec des machines virtuelles, il n'y avait pas vraiment de cloud, vous ne poussiez pas des données vers Azure, vers Google ou vers AWS? Aucune, on n'en faisait aucune, c'était toujours pareil. La problématique, c'est qu'on travaillait surtout au niveau local, donc quand il fallait exporter, il fallait ouvrir les ports sur la Livebox. Bon, c'est toujours compliqué, on sait comment c'est compliqué d'accéder à l'extérieur des ressources qui sont internes à une entreprise, où on n'est pas, on veut dire, c'était pas la politique numéro 1. Donc là maintenant, oui, on travaille essentiellement avec le cloud, et on impose plus ou moins de mettre les machines virtuelles dans le cloud. On utilise tous les services d'AWS, le fameux triptyque S3, RDS et EC2. Voilà. Pour les machines virtuelles. Mais comment vous êtes arrivé à choisir AWS parmi tous les cloud providers? Grâce au programme Academy, justement? Exactement, parce que le programme Academy nous permet justement de pouvoir utiliser des machines virtuelles, enfin des ressources AWS, sans avoir utilisé de carte bleue. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. C'est-à-dire qu'en fait, on crée des comptes, alors peut-être c'est Myriam qui représentera la plateforme tout à l'heure, mais on peut créer des comptes sur la plateforme AWS Academy, et on va distribuer en fait des crédits à nos étudiants, et ces crédits peuvent les utiliser librement pour utiliser la très grande majorité des ressources AWS. EC2, S3, RDS, d'autres services également IoT, parce qu'on travaille beaucoup sur l'IoT, donc il y a des services intégrés AWS IoT, alors on est en train de commencer sur ces domaines-là, parce que pour nous aussi c'est nouveau. Bon, tout ce qui est EC2 maintenant on est bien à l'aise dessus, mais toute la partie IoT est quand même assez spécifique. On travaille beaucoup avec le protocole MQTT, alors il faut connaître un petit peu comment ça fonctionne. Donc MQTT, c'est un protocole d'échange de messages qui permet d'envoyer des messages en mode publish subscribe, pour parler en bon français. Donc je publie, il y a plusieurs personnes qui vont s'abonner sur des topics, comme on dit, et il y a un service AWS qui s'appelle IoT Core. IoT Core, merci. Voilà. C'était IoT quelque chose qui est un serveur MQTT managé, justement, qui permet de l'utiliser sans devoir installer des machines Linux, installer MQTT, etc. On a juste une API pour poster. Et ça, oui, évidemment, dans le cadre de projets IoT, je suppose que c'est la base de ce que vous utilisez maintenant. Exactement. Donc, comme ce sont des services qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne maîtrise pas, on les met petit à petit dans nos cours, tu veux. Mais sinon, on faisait comme à l'ancienne, on essayait des machines virtuelles, on allait conquêter des serveurs MQTT dans le cloud également. Donc, ça marchait très bien aussi.
Donc vraiment, ça nous apporte vraiment un confort d'utilisation parce que les étudiants, le gros avantage, c'est qu'ils peuvent continuer à travailler chez eux et nous, on les sollicite énormément. Pourquoi ? Parce que comme je te disais, on est en mode projet pendant 5 ou 6 mois et on crée vraiment un projet entreprise. C'est-à-dire on est plus dans du POC, soyons honnêtes quand même, qu'on ne va pas faire une application pour une entreprise qui va rouler derrière. Par contre, les projets industriels que l'on fait pour nos partenaires industriels, ce sont des projets qui sont réels, qui sont vraiment en études dans les bureaux d'études. Et nous, on est là pour amener une petite plus-value, de dire, voilà, une espèce d'étude de faisabilité. Est-ce qu'on peut le faire ou pas ? En informatique, on peut tout faire. Maintenant, il faut l'adapter par rapport à nos compétences, à nous, pas les nôtres, mais ceux de nos étudiants, et que ça rentre dans notre programme à nous, dans notre référentiel. Donc, c'est pour ça que c'est un BTS qui est vraiment très porté sur la pratique. Et le projet que l'on fait en deuxième année, c'est un projet vraiment... Alors là, il faut absolument qu'il y ait de l'IoT. Pourquoi ? Parce que dans notre BTS, à l'instar d'autres diplômes, on a une grosse partie, on a une discipline qui s'appelle la science physique, et donc on fait beaucoup d'électronique dedans. Donc on va câbler, bon, c'est sur de la clapdeck, mais on va câbler justement avec l'IoT dessus, et donc il y a une grosse part de science physique dans notre BTS. Ouais, les étudiants font les deux, ils font les objets connectés, tu as parlé de C++, donc je suppose qu'il y a du microcode et des trucs embarqués, et puis le cloud pour le back-end. Alors revenons à AWS Academy 2 secondes. Donc j'ai compris par Myriam que c'est un package qu'on fournit aux lycées, aux universités pour enseigner. Donc je suppose que c'est des cours, c'est des modules qui sont déjà préformatés avec un module sur ça, avec des slides, enfin des diapos pour parler français, etc. Oui. Plus les accès lab et les crédits. Myriam, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'il y a dans le package qu'on délivre ? Oui, tout à fait. En fait, dès qu'on s'inscrit au programme AWS Academy, on a accès à une plateforme et en fait, très pratiquement, on a 2 vues. Il y a la vue enseignant que Fabrice, par exemple, a accès. Et puis, il y a la vue étudiant. Donc, dans la vue enseignant, c'est l'enseignant qui décide quel type de module il va ouvrir aux étudiants. Donc, nous avons le choix entre une grande majorité de services AWS et surtout, les modules sont orientés par domaine. Donc, on va avoir accès à des cursus qui sont orientés architecture, système distribué, cybersécurité, Internet des objets, machine learning, intelligence artificielle, apprentissage machine, mais aussi data analytics et donc toutes les nouvelles technologies que les entreprises aujourd'hui utilisent et sur lesquelles ils ont vraiment besoin de ressources et de compétences pour remplir ce type de poste. Et toi, Fabrice, donc tu as un menu devant toi et dans ton contexte, tu prends la brique IoT par exemple et puis tu reçois l'ensemble des matériaux qui permet d'enseigner les services AWS dans le contexte de l'IoT. Alors en fait, c'est un peu plus subtil que ça. En fait, on a plusieurs modules de formation. Il y a un module de formation, on va vraiment monter en compétence sur les domaines d'AWS, comme disait Myriam, vraiment par domaine. Soit IoT, soit machine learning. Alors c'est plus ou moins calé quand même sur les certifications industrielles AWS, les cours. Hein. Donc si on va préparer la practitioner, par exemple, on va lancer le cours qui correspond à ça s'appelle Foundation d'ailleurs. Ça s'appelle Foundation le cours, voilà. Ça fait exprès. Voilà, non mais voilà, si on prépare la certification industrielle architecte SA à l'associate, le cours va s'appeler architecte, voilà. Si on prépare la certification au niveau du développement, c'est development, voilà. Donc on choisit ces cours. Et là on a différents modules. Les modules sont très longs. Les cours sont, on va dire, packagés pour 30-40 heures. Soyons honnêtes, faut minimum le double pour les études des élèves. Ah non, mais je suis totalement honnête avec vous. Mais c'est souvent comme ça avec les cursus de formation de nos partenaires industriels américains. Hein. J'ai passé 3 ans de ma vie à donner des cours de training à des entreprises et c'était à peu près la même chose. Voilà. La quantité de contenu qu'il y a et que vous êtes censé faire passer en 3 jours, c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Voilà. Mais bon, soyez honnêtes. Du coup, nous, il y a différents cours que l'on a identifiés. Nous, sur le BTS, on aime bien un cours qui est vraiment très introductif, qui n'est pas lié à une certification industrielle, qui s'appelle Introduction to Cloud Semester 1. Donc c'est vraiment tous les concepts de base qu'on a dit, EC2, RDS. Il y a quand même pas mal de choses aussi au niveau de CloudFront, au niveau d'autres services AWS, comme également la sécurité, je suppose. Route 53, il y a de l'IAM, bien entendu, il y a de la sécurité, il y a des security groups. C'est vraiment des concepts de base, vraiment, mais ce n'est pas lié
à une certification industrielle. Il y a 2 cours comme ça, qui sont dans 2-3 cours comme ça d'AWS Academy. Et à côté de ça, on a un cours qui s'appelle Learner Labs. Et Learner Lab, c'est vraiment une sandbox où là, vraiment, on a, alors pour l'instant, on a $100, mais ça risque d'évoluer. Et là, il n'y a pas de cours. Par contre, les étudiants peuvent lancer tous les services AWS, enfin, la grande majorité des services AWS avec certaines spécifications, certaines limitations. Et c'est plutôt ça que l'on va utiliser, nous également, en projet. En gros, on va utiliser le cours Introduction to Cloud Semester 1 pour faire la partie formative sur les services de base AWS. Et pour monter leur projet, poum, on bascule directement sur un autre cours qui s'appelle Learner Lab. Et là, ils ont $100 pour utiliser les services AWS. Alors ça, c'était le deuxième volet qui m'intéressait dans le package. Tu as parlé des labs, Fabrice, et de l'accès sans carte de crédit. Yes. Donc Myriam, quelle est la plateforme qu'on donne? C'est la même plateforme qu'on utilise pour les cours Training and Certification? Ou c'est quelque chose d'autre qui permet aux étudiants d'accéder à un compte AWS? Alors, c'est dans le même esprit, mais c'est différent. Donc, en fait, c'est un environnement de lab. Donc, on va pouvoir accéder à la plateforme AWS. Chaque étudiant aura sa propre plateforme à lui. Donc, il va pouvoir construire par lui-même les ressources, en tout cas les architectures qui sont dans son projet. On peut évidemment travailler en groupe. C'est tout à fait possible. Et donc, en fait, quand le professeur, en tout cas l'enseignant, il lance son lab, donc il crée ce qui est demandé par la consigne du projet, eh bien les étudiants peuvent accéder à ce lab et commencer à utiliser les services AWS. C'est un environnement un petit peu réduit parce qu'on ne va pas donner l'accès à la totalité des services AWS, mais à la majorité des services AWS qui permettent de construire des applications en mode POC, comme disait Fabrice. Et en fait, ça permet aussi d'afficher l'avancement des étudiants, d'afficher l'analyse des activités des étudiants. C'est vraiment comme un système de supervision, on va dire, d'un LMS, d'un Learning Management System classique. Et au passage, je voulais dire aussi tout à l'heure que AWS Academy s'intègre aux LMS des établissements. Donc, il y a une intégration qui peut être faite. Et donc, au lieu de se retrouver sur une nouvelle plateforme, donc il y a une intégration qui peut être faite. Et donc, l'accès à AWS Academy peut se faire de façon beaucoup plus douce et s'intégrer naturellement à l'environnement LMS des établissements. Et ces labs restent ouverts pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour la durée d'un projet. Ça se passe comment, Fabrice? Pourquoi je pose la question? C'est parce que si vous avez déjà suivi des cours Training and Certification, soit sur Skill Builder, soit dans une classe ou autre, souvent les labs, ils sont limités au lab, c'est-à-dire 1 heure, 1 heure et demie. Après, l'environnement s'autodétruit, se nettoie et le compte est récupéré. Comment ça se passe avec les étudiants? Alors déjà, si les cours ils durent maximum sur la console 183 jours. Donc déjà, on a 182 jours pour faire le cours. 6 mois, et si malheureusement, voilà, c'est 6 mois à peu près. Et si malheureusement, on n'a pas le temps, nous, tous les 6 mois, on rouvre des cours. Donc si l'étudiant n'a pas eu le temps, mais bon, en général, on est dans la progression pédagogique, on ne peut pas passer 6 mois sur une seule partie. Donc s'il n'a pas fini, 6 mois, bon, quand même, ça fait quasiment la moitié de l'année. Comment ça se passe, en fait? Oui, on a dans la console, en fait, justement dans un but d'économiser les ressources, comme je disais, on a un crédit qui est donné vraiment. Et ça c'est important aussi parce qu'on leur dit aux étudiants, regardez, vous avez $100, $50 en fonction du cours, vous devez les utiliser, vous devez arriver jusqu'au bout. Donc c'est à vous à faire attention, à pas tout lancer tout partout et se faire fumer tout l'argent. Donc il y a une dimension coût dans les exercices aussi, vous devez faire cet assignment-là, mais dans ce budget-là, ça c'est super intéressant. Tout à fait. C'est la réalité du cloud. Exactement. Alors après, là, ce qu'il y a de bien dans la console d'AWS Academy, c'est qu'en fait, les labs, enfin quand on lance justement cette partie sandbox, on est souvent limité à 3 ou 4 heures. On n'est pas limité à 3 ou 4 heures d'utilisation. C'est qu'en fait, les ressources au bout de 4 heures se coupent. Donc sont figés, on ne peut pas les utiliser, de manière justement à pouvoir économiser cet argent. Parce que si on pouvait le laisser tourner toute la nuit, voilà, les $100, il pourrait vite partir avec de l'EC2. Voilà, exactement. Par contre, le lendemain, imaginons on est souvent sur des formats TP de 3, 4 ou 5 heures, on peut relancer, bien entendu, avant la fin des 4 heures, 4 heures, donc on reprolonge 4 heures la durée du lab, il n'y a pas de souci. Et si malheureusement on a oublié de relancer chez nous, le lendemain, on peut relancer la sandbox, on retrouve notre environnement exactement dans l'état où on l'avait laissé la veille. Donc, il n'y a pas de souci, si tu veux, de perte de données. On est vraiment dans cette idée-là. Après, on a d'autres cours où on a des durées limitées. Là, on n'a pas la possibilité de pouvoir... On peut toujours
reprolonger la durée, mais si on ne reprolonge pas, le cours il est vraiment supprimé. Il y a 2 formats en fait, on va dire. Le format, on va dire, plus ou moins évaluatif, où vraiment on va évaluer l'étudiant, et là il faut le faire dans la durée donnée. Mais en règle générale, non, on relance le lendemain et on retrouve nos ressources. Et on récupère l'environnement. Et on peut le garder pendant 6 mois. Ça, c'est vraiment top, parce que ça veut dire qu'on a le temps de construire quelque chose pas à pas et d'ajouter de la complexité au fur et à mesure du projet. Comment les étudiants perçoivent, je devrais dire plutôt, cette partie plutôt un peu commerciale, puisque c'est AWS. Vous avez fait un choix fort et structurant autour d'AWS. Oui. Alors, je vais être pas critique, mais le seul bémol, on va dire, à AWS, c'est l'utilisation de ces sigles. Voilà. Les acronymes, EC2, S3, bon, etc. Chez les concurrents, tu as parlé d'Azure tout à l'heure, une machine virtuelle chez Azure s'appelle machine virtuelle. Bon, mais chez AWS, je ne sais pas pourquoi, ils se sont amusés à faire des... Bon, donc ce côté vocabulaire, au début, ils sont un petit peu... Ils sont réticents, ils comprennent pas. Ils disent, David, mais EC2, c'est des machines virtuelles. Oui, c'est des machines virtuelles, mais ça s'appelle EC2. C'est comme ça, voilà. Donc on va dire, passer ce côté un petit peu restrictif en termes de vocabulaire, ils adhèrent totalement. Pourquoi ? Parce que lancer une machine virtuelle en VirtualBox, il faut télécharger l'ISO, il faut l'installer, il faut pas toute l'installation. Ça prend 10, 15, 20, 25 minutes. Et lancer une machine virtuelle dans EC2, prendre 10 secondes, 12 secondes. Et ça libère des ressources sur le laptop. On peut avoir un bête, un simple Chromebook ou juste une tablette, c'est quand même pouvoir faire des exercices. Mais là c'est important, et c'est pour ça que si ce podcast pourrait être écouté par des dirigeants de la région ou des gens, parce que nous, dans les lycées, on est dans un BTS, mais on dépend de lycées, et les lycées sont financés par les régions. Et donc c'est des régions qui équipent les établissements scolaires de matériel. Mais là, nous, pendant très longtemps, on demandait des machines de guerre. Parce des machines virtuelles. Exactement, locales. Il fallait 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas, on avait des hyperviseurs et tout. Là, en termes de ressources, génial en fait. On a un laptop, comme tu dis, même avec 4 gigas de RAM, tu peux lancer tout ce que tu veux dans le cloud, tu prends tout à distance. Il faut quand même dire, et ça, il faut le dire quand même, qu'on peut lancer avec AWS Academy également des machines sous Windows. Je parle beaucoup de Linux parce qu'on fait beaucoup de projets sous Linux, mais on peut lancer des machines sous Windows. Alors, on est limité, à la différence d'Azure, à des machines serveurs, mais les serveurs, ça se transforme très facilement en client. Donc on peut enseigner également Windows avec AWS sans lancer des machines au niveau local. Ça, c'est une puissance énorme. Et puis comme tu dis, alors on a une limitation. Et même des Mac, si vous voulez. Oui, alors pas dans AWS Academy. Pas dans AWS Academy. On peut, mais pas dans AWS Academy. Donc Windows et Linux. Windows et Linux. Je me suis amusé au début, je voulais lancer des... Parce qu'on travaille beaucoup, on fait également de la programmation vraiment mobile, on travaille sur Swift, et on peut pas lancer avec AWS. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, il faut payer, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça libère des ressources. Donc du coup, le matériel, c'est génial. Et puis, souvent, les étudiants, c'est des férus de jeu. Les disques durs, ils sont toujours pleins à craquer. Parce qu'une machine virtuelle, il y a les ressources, on va dire à chaud, de la RAM, mais il faut du disque dur aussi. Et souvent, quand on installe un Windows ou un Linux, on commence à gonfler. Donc pour nous, il y a que des avantages, mais on va dire la cerise sur le gâteau, c'est le fait de ne pas avoir à mettre sa carte bleue. Ça, c'est quand même un gros avantage. Ça fait partie des ressources qui sont fournies par le programme AWS Academy. La question qui fâche peut-être, AWS est parfois perçu comme un grand méchant américain. Est-ce qu'il y a eu des discussions, un peu de politique au niveau des académies ou autres pour le fait d'accepter AWS Academy dans le programme ? Alors, nous, on est, on va dire, un parterre d'enseignants un peu, pas révolutionnaire, mais on aime bien un peu bousculer l'ordre des choses. Historiquement, c'est vrai que quand même, la majorité des enseignants ont encore du mal à basculer dans le cloud. Par rapport à... En général, pas nécessairement. En général, c'est pas forcément AWS. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leurs habitudes de travail, ce qui est tout à fait concevable. C'est dur de sauter le pas et de se dire je vais travailler autrement. Parce que on n'est pas tellement on n'est pas dans l'anti-américanisme. On est vraiment dans le fait j'ai des habitudes de travail et c'est dur de sauter le pas. Par contre, quand nous on explique, parce qu'on fait aussi des formations au niveau académique, au niveau national, qu'on explique le bien fondé, la plus-value et surtout l'importance que cela prend dans la majorité des entreprises qui basculent sur le cloud, moi je prépare mes étudiants, comme mes collègues de toute la France et de toute la planète, sur d'autres territoires, on prépare des étudiants qui vont être sur le marché de l'emploi demain. Donc le marché de l'emploi tend de plus en plus quand même à utiliser le cloud, faut que l'on soit honnête. Donc c'est plus des habitudes qui sont dérangeantes au début,
où ils ont du mal à avoir les spécificités. AWS Academy, bon, il y a quand même une certaine prise en main, quoi. Il faut lancer la plateforme, il faut lancer le cours, il faut se loguer, il faut prendre en main un SSH à distance. Bon, c'est pas des choses qui sont compliquées quand on est informaticien, mais ça change un peu les habitudes. La machine virtuelle, elle est lancée, elle prend des ressources, mais elle est chez nous, quoi. Je veux dire, donc voilà. Mais passer, on va dire, cette phase d'apprentissage, d'initiation, personne ne revient en arrière. Personne ne revient en arrière. Tout à fait. Et juste pour être clair, c'est pas ton lycée, le lycée Jules Fil à Carcassonne qui a intégré AWS Academy, c'est tout le BTS Ciel. Donc les étudiants qui prennent, qui s'inscrivent en BTS Ciel cette année auront des cours AWS et des labs AWS. Alors, le BTS, c'est une très bonne question, Sébastien. Le BTS vient d'être rénové. Donc, on a un programme national de formation où je participe avec d'autres collègues. Je fais un petit coucou à mon ami Sébastien, qui s'en occupe avec moi. Nous, on a impulsé des nouvelles technologies. Et dans la réforme du ciel, on a mis justement ces technologies autour du cloud. Donc, c'est quelque chose qui est novateur. Il y a des établissements comme chez moi, comme à Talence où mon collègue il travaille, et d'autres collègues en France qui utilisent. Mais on est en train d'impulser quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, on l'a mis dans le programme. Mais tu sais comment ça marche l'administration. Ça peut prendre un certain temps. Il y a une certaine latence. Le ping, on va dire, il répond pas super rapidement. Voilà. Donc, Donc, il y a une certaine latence. Mais bien entendu, l'idée, c'est que la majorité des collègues l'utilisent. Mais encore une fois, AWS, un concurrent, leur technologie qu'ils utilisent, n'importe lesquelles, on reste comme dans la liberté pédagogique. On ne peut pas imposer un constructeur, on ne peut pas imposer telle ou telle technologie. Et le référentiel, justement, a été rénové dans ce sens-là. C'est-à-dire que vraiment, d'ailleurs, il a été critiqué un petit peu au début, on disait, oui, mais c'est pas assez dirigé, mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que l'informatique va évoluer tellement vite. Si on met une technologie au jour d'aujourd'hui, s'il faut dans 6 mois, elle est obsolète. Le temps que l'administration décide, il y aura une autre technologie. Le problème, c'est que la latence fait qu'on est obligé de raisonner comme ça. Donc voilà. Donc on n'a pas spécifié AWS. On a mis qu'il fallait qu'ils utilisent le cloud, bien entendu en majorité. Mais bien entendu, quand on est sur les projets de deuxième année, de suite, on voit la plus-value d'utiliser ces Historiquement, on continue à commencer les projets en local. Vraiment, on continue à travailler sur VirtualBox. Pourquoi ? Parce que les étudiants ont leurs petites habitudes, mais très rapidement, on bascule sur le cloud. Mais le fait de choisir AWS Academy, c'est un choix local de chaque enseignant dans chaque lycée ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais il n'y a aucun concurrent qui propose ça. Donc... Et donc, si dans votre entourage, vous qui nous écoutez, vous avez des enseignants BTS, des connaissances, des membres de la famille, partagez le lien vers cet épisode du podcast en espérant inspirer d'autres. Alors justement, puisqu'on parle des enseignants, j'avais un troisième volet. On a parlé du parcours étudiant en tant que contenu, parcours étudiant en tant que lab et plateforme pratique pour faire des exercices, les comptes AWS. Mais comment on accompagne les profs aussi ? Parce que AWS, c'est nouveau pour eux aussi. Donc, est-ce qu'il y a un trend trainer, comme on dit de nouveau en anglais, une formation pour les profs ? Peut-être Myriam pour commencer, le point de vue AWS, et puis Fabrice, expliquer comment ça s'est passé pour toi. Alors, je voulais juste préciser quelque chose. AWS Academy, c'est un programme qu'on a déployé aussi dans des universités, dans des écoles d'ingénieurs. Et c'est pas un programme qui est limité à un type d'établissement. On peut le déployer aussi dans des établissements de formation en ligne, ce qu'on appelle les EdTech. Je travaille énormément avec ce type d'organisme qui propose des formations en ligne qui sont certifiantes ou pas. Mais en fait, il y a quelques critères à valider pour pouvoir adhérer au programme AWS Academy. Et le premier critère, c'est d'être dans la liste d'enseignement public. Il y a une liste qui est publiée par le ministère de l'Éducation, qui est accessible en ligne. Et en fait, ça permet de référencer tous les établissements de formation. Et une fois que l'établissement est sur cette liste, eh bien, il est déjà éligible à faire la demande d'inscription exactement à AWS Academy. Donc maintenant pour des enseignants, l'accompagnement des profs, ouais. Exactement. Comment ça se passe ? Alors, une fois que le partenariat est établi, donc ça passe par un contact d'administrateur du programme. Donc il y a une demande qui est envoyée via notre plateforme, via notre site web AWS Academy, et ensuite le traitement de la demande. En fait, il va falloir nominer un administrateur, ou ce qu'on appelle un point de contact principal, qui permet, lui, d'être garant de la bonne application du programme AWS Academy au sein de l'établissement, parce que quand même, c'est un programme qui est cadré par AWS et qui permet de suivre un certain nombre de prérequis. Ensuite, la nomination des professeurs, eh bien, elle va passer par cet administrateur-là.
Et donc, un professeur, il doit d'abord passer un cours, ce qu'on appelle démarrer avec AWS. C'est un cours de base qui, comme disait Fabrice, reprend les notions basiques du cloud computing. Fondamentales sur AWS. Et en fait, ensuite, il y a un parcours qui permet permet aussi de participer à des ateliers ou des webinaires, mais ça reste facultatif. Donc, en fait, il y a un parcours qui est assez riche, mais les étapes obligatoires, on les a tellement allégées pour permettre aux profs vraiment de rapidement pouvoir devenir trainers, parce que effectivement, il y a un effet de scalabilité. On parle beaucoup de scalabilité dans le cloud AWS, et donc le fait de pouvoir passer à l'échelle, ce ne serait pas possible sans les professeurs. Donc, ce sont eux qui permettent de diffuser les cours auprès d'un grand nombre d'étudiants. Ce sont des choses que nous, chez AWS, on est incapable de couvrir. Nous avons quelques volontaires qui de temps en temps se présentent au niveau des universités, des écoles d'ingénieurs pour faire des conférences sur le cloud, pour passer une journée avec les étudiants sur des thématiques diverses et variées sur le cloud computing. Mais on ne peut pas tout couvrir. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de partager la connaissance cloud avec les étudiants, c'est de passer par les enseignants. À travers ce parcours, donc, on peut aussi, comme disait Fabrice tout à l'heure, passer des certifications AWS. Ça, c'est très reconnu sur le marché, et en fait, ça permet aussi de se challenger soi-même. Est-ce que exactement, et même un prof par rapport à lui-même, est-ce que j'ai vraiment bien assimilé cette nouvelle technologie. Et ensuite, en fait, il y a aussi des outils d'auto-évaluation qui restent encore une fois facultatifs. Donc, ce sont comme des éléments de mesure, comme des KPIs, qui permettent aux profs de savoir si on est à jour. Parce que ce qu'il faut connaître aussi, c'est que le programme AWS Academy est mis à jour régulièrement. Donc, le contenu, il est mis à jour régulièrement. Et ça, c'est important. Parce que notre plateforme AWS évolue aussi. Il y a des services ce qu'on appelle décommissionner au profit d'autres services qui vont être beaucoup plus performants, etc. Donc, tu connais la chanson. Et donc, le programme AWS Academy va suivre cette progression et donc va être à jour. Et on met à disposition tous les moyens pour les profs pour qu'ils restent à jour. Ce qui est un gros boulot, déjà, juste pour nous qui sommes 24 heures sur 24 sur AWS, juste regarder à jour. Pour toi, ça s'est passé comment, Fabrice, en termes, quel investissement de temps, quel accompagnement tu as eu pour te lancer dans cette aventure? Alors moi, en fait, il y a quelque chose qui s'appelait le Covid en 2020. Donc, du coup, ça a donné du temps. Ça a donné du temps, parce que les étudiants étaient malheureusement, on avait beau faire tout ce qu'on voulait, on ne va pas dire qu'on avait fait un travail extraordinaire pendant le Covid. Et donc, je suis tombé sur un cours de cloud par hasard, sur une plateforme de partenaires. Et j'ai commencé à m'intéresser, et avec d'autres collègues également. Et on a dit, c'est génial, en fait, ce truc-là, on ne connaît pas. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, on est venu sur le cloud, et on a vu la plus-value, plus ou moins, en se renseignant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir en formation. Comme on avait préparé avec Myriam l'entretien, mais elle parlait des bootcamps. Les bootcamps, c'est des choses qui sont organisées chez AWS, qui permettent de former les enseignants sur, en général, l'été, une semaine complète. Alors, un bootcamp, c'est un camp d'entraînement. C'est pendant une semaine, on fait de AWS et on prépare une certification. Et ça porte bien son nom. De l'immersion. Voilà. Ah oui, non, mais c'est plus que de l'immersion. On en parle. Mon épouse a un nom pour ça. Elle dit du brainwashing, du lavage de cerveau. Oui, voilà. Non, mais après, c'est tellement vaste qu'en fait, au début, tu crois que tu vas t'ennuyer, mais il y a tellement de choses à voir. Alors, quelque chose qui est un point qui est important, et je rejoins ce que dit Myriam, il faut savoir quand même, par rapport aux certifications, et ça, c'est quand même un avantage également d'AWS Academy, on l'a pas dit. Alors, je dis pas parce que je fais pas avec j'ai plusieurs types d'étudiants. C'est que moi, j'ai des bac plus 2, mais j'ai également monté un bac plus 3. Et j'ai fait le plus avec mes bac plus 3. En fait, quand on finit un cours qui prépare une certification industrielle sur AWS Academy, à la fin du cours, ce qui est quand même pas mal, on a droit à un petit badge qu'on peut partager sur Credly. Alors, ce badge, honnêtement, quand on n'est pas architecte cloud, entre le badge qui a été attribué sur AWS Academy et le badge qui a été attribué par AWS Training and Certification, il faut être bon pour voir la différence. On a quasiment le même, mais bon, quand on est dans le métier, on connaît la différence entre les deux. On a quand même un petit badge qui est quand même sympa, qu'on peut partager sur Credly. Mais le gros avantage,
c'est qu'on a un voucher qui est généré de 50%, et donc on peut passer à la certification industrielle 50% moins cher. Donc c'est quand même pas mal. Avant de parler du futur et comment tu vois l'évolution de ce type de partenariat, Fabrice, Myriam, peut-être très concrètement, comment un enseignant qui nous écoute peut rejoindre le programme AWS Academy? Alors, la première chose, ça passe par son établissement. Déjà, l'enseignant, il doit être un enseignant qui a un lien contractuel avec l'établissement. Donc, ça c'est important. Donc, une fois que l'établissement est membre d'AWS Academy, donc comme je dis, l'établissement nomme un administrateur. Ça peut être un des professeurs, par exemple, qui peut, lui, être le porte-parole du programme au sein de l'établissement. Ensuite, il y a un cours complet de prise en main d'AWS Academy qui est destiné aux profs et qui doit être complété généralement sous 30 jours. Et ensuite, en fait, là, l'enseignant, il va pouvoir avoir accès à AWS Academy. Fabrice, comment tu vois le futur d'AWS Academy dans tes formations, celles que tu animes ou avec tes collègues à Carcassonne, et puis plus largement en France? Comment tu vois l'évolution dans l'intégration d'AWS Academy dans les parcours BTS et supérieurs en général? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on utilise essentiellement donc, les services... je vais parler plutôt de AWS en général qu'AWS Academy, parce qu'AWS Academy, c'est une plateforme qui permet d'utiliser AWS, voilà, sans frais, on dit, c'est AWS en général. Il y a quand même, l'informatique est en train d'évoluer, il y a beaucoup d'IA qui est en train d'être mis en place dans tous les domaines professionnels. Pour l'instant, on est sur le fameux triptyque, voilà, S3, EC2, RDS, ok. Moi, à terme, ce que j'aimerais bien, vraiment, c'est aller encore plus loin au niveau de la sécurité. Donc, petit à petit, on commence à utiliser de plus en plus de services de sécurité. Tu parlais d'IAM, mais il y a plein d'autres services dans AWS qui permettent d'aller au plus loin dans la sécurité. Moi, j'aimerais bien intégrer du serverless. On n'en fait pas encore. Voilà, du lambda, j'en fais pas. J'en fais pas parce que j'ai pas eu le temps d'en faire. Mais le futur, pour moi, je pense que ça passera par du serverless. Donc, laisser tomber petit à petit les machines virtuelles et vraiment utiliser donc les machines sans serveur. Voilà, et il y a une belle intégration avec IoT Core aussi, puisque dès qu'un message arrive, il peut déclencher une fonction lambda, on peut faire du traitement là, ou quand un fichier arrive sur S3. Exactement. On fait pas mal de containerisation, mais pas sur le BTS, plutôt sur du Bac plus 3, peut-être faire un peu plus de containerisation avec EKS ou avec ECS, voilà, tout à fait. Voilà, donc cela, ou Fargate. Donc ça, j'en fais pas encore. J'aimerais bien en faire un petit peu. Je parle des services généraux AWS, tu vois, que je fais pas. Et après, tous les services que vous sortez, mais là, je débute totalement, c'est autour de l'IA, quoi. Voilà, donc ça, je pense que c'est l'avenir. Et donc, on aura besoin, de toute façon, on aura besoin de ces ressources dans le cloud pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Les gens qui disent, je vais faire mon IA chez moi avec mes serveurs en local, bon, ben, tant mieux pour toi, mais bon, vous avez des ressources qui sont inatteignables chez nous. Donc, les limitations au niveau d'académie, j'ai pas de Learn Lab qui tourne, c'est, je crois, 9 ou 10 EC2 qui tournent en parallèle. Donc, on peut quand même se faire plaisir, quoi, sur les labs. On demande des architectures qui sont sympas, nous. On a facilement 4, 5, 6, 7 machines virtuelles qui tournent en parallèle. Oui, donc, c'est pas juste un Hello World. Ouais, et non, c'est pas le Hello World, c'est le premier TP. 2 heures, même pas 1 heure. Et après, voilà, quand le Hello World il est passé, c'est bon. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'on demande des archis quand même qui sont pas mal quand même. La AWS Academy, comment intégrer des programmes de formation cloud et plus spécifiquement AWS dans les cursus BTS et supérieurs en général. Merci Myriam et Fabrice de nous en avoir parlé. Si par hasard vous êtes enseignant et que vous êtes tombé sur ce podcast, que quelqu'un vous a partagé le lien et que vous voulez rejoindre le programme AWS Academy, contactez-nous, contactez-moi. Vous avez le lien dans les notes du podcast et puis vous me taguez sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes. Et puis, si vous êtes étudiant aussi et que par quelque magie vous êtes tombé sur ce podcast, parlez-en à vos enseignants et faites de la pub au sein de vos établissements pour pusher pour AWS Academy. Fabrice, tu veux terminer par le mot de la fin? Le mot de la fin que j'ai trouvé en préparant. Tu vois, toi Sébastien et Myriam, vous êtes des évangélistes AWS. Moi, je suis un évangéliste du ciel. Donc, c'est moi qui suis plus près du Seigneur que vous. Il y a 2 niveaux. C'est vrai que le ciel, c'est un très bon mot pour intégrer le cloud, ou en tout
cas pour y placer du cloud. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. La semaine prochaine, on parlera, je sais pas encore, parce qu'il y a des petits changements dans l'agenda. Ça peut varier. En tout cas, mercredi prochain, le 25 septembre, on aura un nouvel épisode de Women in Tech. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.